Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le programme Le Bœuf Politique que vous connaissez désormais. Nous recevons ce matin Samuel Badjong qui est écrivain, mais je ne m'arrêterai pas que sur cet aspect de sa vie professionnelle, car il a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas quoi citer, quoi ne pas citer, mais surtout, il a fait publier pas mal de livres qui nous parlent, à l'instar de Les combattants africains, dits tirailleurs sénégalais, au secours de la France entre 1857 et 1945. Un autre livre de lui qui m'a marqué est Empire français et statut du colonisé, une ambiguïté permanente. Voilà, c'est entre autres, il a d'autres chantiers et qu'il vous expliquera lui-même après que nous avons évoqué les sujets principaux qu'il amène sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment ça va? Ben, Dieu merci, ça va. J'ai échappé à une catastrophe il y a un peu plus de, enfin presque 3 mois. Un mal qui a failli me foudroyer. Bon, Dieu merci, je m'en suis remis. Bon, il fallait bien, car on a encore besoin de toi pour plusieurs années. Hein. Merci, c'est gentil. C'est bien gentil. Bon, je serre tous les mains de mes invités pour voir que sont eux. Voilà. C'est encore assez rigoureux, là. Voilà, très bien. Très bien. Bon, alors, Samuel. Oui. Nous nous connaissons depuis plusieurs années. Hein. Absolument. Nous avons collaboré sur ton livre, sur un autre de tes livres, intitulé comment déjà? Ça, Entretien sur les non-dits de la décolonisation. Voilà. Entretien sur les non-dits de la décolonisation. Voilà. C'est pas moi qui avais écrit, je n'avais rien écrit. J'avais juste donné quelques idées, c'est tout. Voilà. Un très beau livre qui a été édité ici en France. Hein. Oui, oui. Les éditions Officine. Officine, effectivement, qu'on peut retrouver en cherchant sur Amazon. Amazon, oui. Voilà, effectivement, donc, entretien sur les non-dits de la décolonisation, vous pouvez donc le retrouver en commentant sur Amazon ou en contactant directement les éditions. Les éditions, oui, l'Officine. Voilà, très bien. Alors. Et ce livre a été préfacé par l'ancien président Abdou Diouf. Abdou Diouf, oui, j'ai oublié de le dire, Abdou Diouf que nous saluons. J'en profite aussi pour saluer sa fille Fabienne Diouf. J'espère qu'on se parle bientôt, Fabienne. Voilà, donc, ce qui t'amène ici aujourd'hui, Samuel, c'est que tu as vu l'émission avec Eric Tchindjé dans laquelle nous échangeons sur William et Tekimboma, que tu connais très bien. Oui. Et monsieur pour qui j'ai un profond respect. Et comme c'était le grand frère, il me considère comme un ami. Je le considère comme un ami, mais avec beaucoup de respect. Avec énormément de respect. Un peu comme ce que je fais avec toi, quoi. Voilà. Bon, c'est le privilège des aînés. Oui, les doigts d'aînés ne disparaissent pas. Oui, ça ne peut pas disparaître. Absolument. On restera africain de ce côté-là. Absolument. Hein. Bon, alors, William Tekimboma qui avait été évincé du gouvernement Biya il y a 31 ans, c'était en 1987. Ouais. Et lui ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et par la suite, quand il a compris, il s'était confié à toi, son ami et son petit frère. Absolument. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, c'est que le jour où on limoge était qui? À la surprise, il y en a, on dit remaniement ministériel. Monsieur Tekimboma n'est plus ministre. Et il est limogé. Je ne dois pas utiliser le terme, mais il est limogé. Alors, le plus terrible, pour faute lourde. Pour faute lourde. Oui. C'est l'unique ministre limogé sous Biya. C'est le seul. Pas seulement sous Biya. Pas seulement sous Biya. Même sous Aïdjo. Même sous Aïdjo. On n'a jamais dit on limoge un ministre pour. Quand on limoge un ministre, on n'a pas de compte à rendre. Le président prend sa décision, il nomme des ministres sans demander l'avis de qui que ce soit. Il les limoge, enfin pas limogé, il met fin à leur fonction sans demander l'avis de qui que ce soit. Donc le fait qu'on ait dit pour faute lourde. Alors, le lendemain, je suis allé voir Teki, j'ai passé presque 2 heures de temps avec lui dans son bureau au ministère des Affaires étrangères. Il était pratiquement au bord de larmes. Un monsieur comme Teki, il me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai tué quelqu'un? J'ai fait un coup d'État? J'ai menacé le régime? Alors il ne comprenait pas. Et c'est là
quand j'ai entendu le témoignage l'autre jour, je me suis dit non, il faut quand même que j'apporte ma petite part de témoignage. Parce que l'histoire, c'est quoi? Au cours d'un voyage, comme était ministre des Affaires étrangères, il y a son homologue, enfin, de Hongrie, je crois. Et lui dit, bon voilà, tiens, le Cameroun nous intéresse, nous pourrions peut-être envisager d'établir des relations diplomatiques entre nos deux pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça peut se faire? Ben, il était qu'il lui dit non, moi de toute façon je suis ministre, vous me saisissez par courrier, et puis j'en parle à mon gouvernement, et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc le ministre hongrois, donc quelques temps après, je crois, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais il envoie un courrier disant voilà, j'aimerais bien venir au Cameroun pour vous rencontrer, pour voir votre gouvernement et finaliser un peu, c'est-à-dire voir à peu près dans quelle mesure on peut discuter de l'établissement de relations diplomatiques entre nos pays. Bon, et qui lui dit, bon écoutez, je transmets la demande aux autorités supérieures. Et il saisit donc la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidence? On ne sait pas. Toujours est-il que... Il saisit qui à la présidence de la République? Ben, il saisit la présidence. La présidence, mais il y a quelqu'un qui adresse au courrier? Non, quand on adresse le courrier, normalement, le ministère, c'est le secrétariat général ou bien le cabinet civil. Ça dépend du courrier. Et donc, on lui dit voilà, ils veulent bien venir. Je leur ai dit, bon voilà, il faut qu'on trouve la date. Ils demandent donc à la présidence, pas de réaction. Le ministre attend, et puis il relance. Il dit, bon voilà, je suis disponible à telle date. Est-ce que je peux venir? Et c'est là qui relance la présidence. Et il saisit notamment Bélan Mbappé, qui est directeur du cabinet civil. Robert Bélan Mbappé, oui. Que nous avons connu également comme ministre de l'Éducation à un certain moment. Voilà. C'est bien lui, ok. C'est donc Bélan Mbappé. Il dit, bon voilà, ces gens-là, moi je vous ai saisi, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on leur donne une réponse. Si c'est non, bon mais... C'est non. Si c'est oui, bon, qu'ils puissent venir. Et Bélan Mbappé lui dit, bon, oui, j'en parlerai au patron. Et après, quand il dit, oui, le patron a donné son accord. Bélan Mbappé dit à William Etekimbouma, oui, le patron Paul Biya a donné son accord pour que le ministre vienne. Le ministre hongrois vienne. Voilà, pour... Jusque-là, on comprend. Voilà. Donc, le ministre... Non, une parenthèse, pardon. Ça veut dire que lui a adressé, M. William Etekimbouma, ministre des Affaires étrangères, a adressé un courrier en bonne et due forme à la présidence de la République. C'est ça. Mais Robert Bélan Mbappé, qui est donc secrétaire, directeur de cabinet civil, du président de la République, n'a pas répondu par courrier, mais a répondu par téléphone, oui, il peut venir. Non, c'est-à-dire que, oui, et qui attend la réponse à sa lettre. Ça ne vient pas. Et le ministre hongrois dit, bon, voilà, j'ai demandé, est-ce que voilà le créneau, etc. Et dès qu'il relance, c'est courant. Là, par téléphone, cette fois-ci. Oui, c'est courant. C'est-à-dire qu'il demande, puisque le directeur de cabinet civil, c'est quand même le plus... sur les affaires spéciales, c'est le proche président chef de l'État. Voilà. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Lui, il l'appelle Bélan Mbappé parce qu'ils se connaissent et bon, ils s'entendent bien. Ils sont de la même région. Oui, non seulement ça, mais il se dit, bon, mais des affaires comme ça, il faut quand même peut-être que le président sache que c'est... qu'il y a quand même urgence, parce que le ministre hongrois, je peux pas, etc. La moindre des choses, c'est de donner une réponse. Donc, alors, le ministre vient ou il ne vient pas? Et Bélan Mbappé lui répond il a donné son accord. Il lui dit, le patron a donné son accord. Voilà. Et donc, le ministre arrive. Le ministre hongrois arrive au Cameroun. Oui. Et on dit que voilà, qui a établi des relations diplomatiques avec un pays étranger sans l'accord des autorités. Sans l'accord du président de la République, on va dire. Voilà. Bon, alors, est-ce que William Etekimbouma avait jamais paraffé un document avec les autorités hongroises ou non?
d'après ce qu'il m'a dit, non. C'était un échange de bons procédés. Dire qu'il ne peut pas, même un fou, il ne peut pas établir, il ne peut pas signer un protocole d'engagement comme ça sans informer les autorités. Ça, c'est inimaginable. Donc, c'était simplement autour de la venue, etc., pour établir des relations diplomatiques. Donc, quand le ministre arrive... Le ministre hongrois. Hongrois, puisque Mbela Mbappé a été qui, voilà, c'est... Bon, le président a donné son accord pour qu'il vienne. Et dans son esprit à lui, c'est venir pour discuter, pour voir qu'on prend des contacts et dire, bon, voilà, si on veut établir des relations, voilà comment il faut faire, etc., etc. Tout à fait. Donc, quand il arrive à machin, on dit, ah, qui est allé établir des relations diplomatiques avec... Donc, Eteke Mboma est accusé d'un acte qu'il n'a pas posé. Qu'il n'a pas posé. Et il est limogé par la suite pour faute grave. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que dans les SB disent pour faute grave. Donc, faute grave, c'est qu'on l'accuse à ce moment-là d'avoir établi des relations diplomatiques avec un pays étranger sans en informer les autorités supérieures. Ce ministre hongrois des Affaires étrangères, ouais, avait-il été reçu au Cameroun par une autorité quelconque? Non, pas court. On a demandé au ministre des Affaires étrangères de le recevoir. Le ministre des Affaires étrangères, enfin, il était là, le ministre des Affaires étrangères a reçu, ils ont discuté, et puis bon, c'était terminé. Il a dit, bon, mais écoutez, on vous recontactera. Puis l'affaire s'est arrêtée, c'était pas un drame. Et ensuite, on limoge le ministre des Affaires étrangères, William Eteke Mboma. Oui, pour faute lourde. Pour faute lourde. Pour toi, Samuel, est-ce qu'il y avait quelque chose de sous-jacent qu'on reprochait à William Eteke Mboma avant cet acte, ou dans ce non-acte-là? Bon, Eteke, ça a été toujours quelqu'un de... L'une des raisons pour lesquelles je l'admirais profondément, c'est que le président Ahidjo était un homme d'un charisme extraordinaire. C'est-à-dire que quand même on est demandé à recevoir un ministre, tout de suite c'était la panique, parce qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait, etc. Et donc les ministres paniquaient un peu. Et je vais même prendre un exemple, parce que même au niveau du peuple, parce que le jour où on inaugure le palais, c'est une digression que je fais, le jour où on inaugure le palais de l'unité. Lequel? Le palais, l'actuel palais. Où oui. M. Bienville. Oui, oui, oui. D'accord. Parce que Ahidjo l'a inauguré le 20 mai 1982. Le 20 mai 1982. J'étais là parce que j'étais venu au Cameroun avec un groupe de journalistes, des rédacteurs en chef de journaux de province et tout ça. Et donc on était au palais. Et à un moment donné, donc, bon, nous on était, avec les journalistes, nous étions devant, nous étions aux avant-postes, comme on dit. Oui. Et donc le président Ahidjo discute, dialogue avec les journalistes. Et au moment où il s'avance vers les invités, pour serrer quelqu'un, il avance, les gens reculent. Il avance, les gens reculent. Alors lui-même a éclaté de rire. Il a éclaté de rire, il dit, mais... Pourquoi vous fuyez? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vous fais peur? Hein? Voilà, est-ce que je vous fais peur? Parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup d'humour. Pas à la Hollande, rassure-moi. Non, vraiment beaucoup d'humour, parce que, par exemple, c'est le même jour, je dis, parce que c'est un tissu d'histoire un peu dans l'histoire, puisque à ce moment-là, en 82, là, justement, à cette fête-là, comme le Cameroun était qualifié. Pour la Coupe du Monde 82? Ouais. Oui. Il a dit, bon, tout ce que je vous demande, tout ce que je demande à notre équipe, c'est de ne pas ramener un panier de buts ici. À l'instar du Zaïre. À l'instar du Zaïre. Ils avaient 8 ans avant. 9-0. Ils avaient pris combien? 15-0. Alors on lui dit non, monsieur le président, c'était 9-0. Alors il se met à rire. Donc c'était un peu ça, le bonhomme. Oui. Bon. Et puis, dernière digression sur ce problème-là. Quand on l'accuse de s'être construit un palais de 1001 nuits. Quand on accuse Amadou Ahidjo? Oui, c'est-à-dire dans certains journaux, dans certains milieux, qui s'est construit un palais de 1001 nuits avec l'argent du pétrole, tout. Mais il a dit, mais attendez, c'est un palais, j'occupe une chambre dans ce palais. C'est le palais du peuple. Quand je vais partir, quand je serai plus présent, je ne vais pas emporter ce palais avec moi. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. Donc pour dire que
il y avait des choses comme ça qui faisaient que, bon, voilà, vraiment, c'était une atmosphère assez détendue et tout. Donc, pour en revenir à Eteki, oui. Ce qui m'a donc fait respecter Eteki, c'est que le président Aïdjo vient ici en visite. Ici en France. Aussi en France. En visite officielle. Et il reçoit des Camerounais à la résidence de l'ambassadeur à Neuilly. Quelques Camerounais invités. À un moment donné, Eteki discutait avec nous, avec l'ambassadeur. Le président Aïdjo parlait à quelqu'un, etc. Et à un moment donné, il dit, Eteki, venez un peu là. Eteki qui avait sa coupe de champagne à la main, a pris le temps de vider sa coupe de champagne, déposer son verre, et il avait sa cigarette, et il vient la main dans la poche, côté du président Aïdjo. Ils ont discuté et il avait sa main dans la poche et il fumait sa cigarette. Alors j'étais totalement sidéré, parce que c'est la première fois que je voyais. C'est un manque de respect. Non, je ne pense pas. La main dans la poche et une cigarette. Je ne pense pas que ce soit... Enfin, dans son esprit à lui. Parce que les autres chefs d'État, comme vous voyez, vous êtes... Surtout que, bon, il avait été secrétaire général de l'OUA et tout, et que c'était décontacté. Et je pense même que le président Aïdjo lui avait, peut-être à force de montrer qu'on tremblait, machin, peut-être qu'il leur avait dit, mettez-vous à l'aise. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas... Peut-être que c'était un manque de respect, je ne sais pas, mais je n'ai pas pris ça comme ça, puisque le président n'a pas été offusqué par ça. Donc, ça m'a amené à avoir un profond respect pour ce bonhomme, parce que c'était la première fois que je voyais un ministre adopter cette attitude devant le président de la République, qui passait pour une terreur, qui terrorisait malgré lui, et ça l'amusait d'ailleurs. Alors, c'était une petite... Par la suite... Comment a été la vie de William Eteki Mboma après ce limogeage pour faute dite grave? Il a galéré. Galéré, c'est-à-dire? Il était au quartier, comme on dit. Il n'a plus rien eu. Plus de poste? Plus de poste jusqu'à ce que, je ne sais plus en quelle année, là, on l'a nommé président de la Croix-Rouge. Mais je suppose que cette histoire avait choqué énormément de gens à travers la planète. C'est limogeage. Oui, c'est-à-dire les conditions. Puis tu me dis, mais Eteki, mais c'est pas possible. Il y a même des chefs d'État qui, semble-t-il, ont dit, mais vous êtes tombé sur la tête au Cameroun. Donc c'était quelque chose de... Et je dis Eteki, et pourquoi je me trouve, et pourquoi d'ailleurs je me retrouve dans le bureau d'Eteki? Pourquoi est-ce que Eteki? Parce que c'était... C'est que, en 85, il envisage de créer une direction de l'information au ministère des Affaires étrangères. Et il m'en parle. Et je pense à vous pour ce poste. Ça vous intéresse? Je lui ai dit, monsieur le ministre, je suis vraiment... Je serais très honoré. Et quelque temps avant d'aller au congrès, le congrès où est le RDPC, de Bamenda. Il me dit, bon voilà, je vais au congrès, je vous repose la question. Vous êtes toujours intéressé par le poste? J'ai dit, mais plus que jamais, monsieur le ministre. Il dit, bon, ok. À mon retour, on va mettre ça sur place. Il a donc sorti officiellement, publiquement, le dossier de la création de cette direction. Et pourquoi il avait pensé à moi? Parce que pendant le mandat et demi qu'il a passé à la tête de l'OUA, je l'avais beaucoup aidé. C'est là qu'on s'est vraiment bien connu. Parce que les journalistes, les journaux, etc., les grands interviews, ils passaient par moi, les journalistes et tout. Je l'ai mis en contact avec beaucoup de journalistes qui ont vraiment, comment dire, fait le job pour lui et tout. C'est comme ça donc qu'on s'est connus et qu'on est devenus vraiment des amis. Avec toujours le respect que j'ai donné au grand frère. Et après ce congrès-là, le congrès était en 1985. 85, oui. Alors il a fallu attendre 1987, ça n'était toujours pas créé. La direction a été créée, je ne sais plus en quelle année ça a été officiellement créé, mais je crois que c'est après le départ d'Eteki. Puisque si ça avait été fait avant qu'il ne soit limogé, j'aurais été
Et alors, ce jour-là, après son limogeage, le lendemain de son limogeage, tu te retrouves dans son bureau, pourquoi? Je l'appelle d'abord pour lui faire part de ma sympathie. C'était surtout ça, pour lui faire part de ma sympathie. Et puis bon, pour lui exprimer ma solidarité, en quelque sorte. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à discuter. Vraiment, il en avait confiance. C'était vraiment des relations de confiance et tout. On n'a même plus parlé du problème de la direction, etc. Puisqu'il était limogé. Oui, c'était limogé. Et puis c'était même pas le moment. Donc, etc. Donc voilà. Est-ce que pendant ces années de galère, je suppose que tu l'as souvent revu? Non, parce que c'était pas facile. Ben, je crois qu'il a pris un repos sabbatique. Tu sais, au Cameroun, bon, déjà les communications téléphoniques, c'est tout un problème. C'était un problème à l'époque. Et puis bon, il voyageait beaucoup. Il était invité un peu partout par des gens, etc. Donc, je crois d'ailleurs, je ne veux pas dire une bêtise, je crois d'ailleurs me souvenir que pendant un certain temps, je crois qu'il n'a pas été autorisé à sortir. Je le dis comme ça, parce que mais je pense que pendant quelques mois, il n'a pas été autorisé à sortir du Cameroun. Je suppose que ce n'était pas aisé d'aller lui rendre visite non plus. Non, à ce moment-là, chez lui. Non. Puis bon, il était souvent à Douala, etc. Donc voilà. Et voilà les affaires. Pourquoi fais-tu ce témoignage-là aujourd'hui, plusieurs années après sa mort? Parce qu'il est mort, ça fait combien d'années déjà? Il est mort en 80. Je crois qu'il est mort il y a 2 ans. Il y a 2 ans, effectivement. Il est mort il y a 2 ans. Car une de mes amies collaborait avec Huguette Tuissi, Santé Espoir, collaborait avec lui dans son projet de développement de la santé au Cameroun. Et il est donc décédé il y a 2 ans. Pourquoi fais-tu ce témoignage-là aujourd'hui? Mais parce que, d'abord, pour remettre un peu les choses à l'endroit par rapport à sa mémoire, parce que c'est quand même quelque chose, il m'a confié un peu, il m'a expliqué, donc je me devais porter ce témoignage. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques parce que je n'avais pas de contact. J'avais son téléphone, quand j'allais au Cameroun, j'allais le voir, on discutait. Mais là, pendant ces 3 dernières années, je n'arrivais plus à le joindre même sur son portable. Bon, on m'a dit après que c'est parce qu'elle avait été malade et tout. Donc on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu pendant quelques années. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de mal parce que j'aurais bien voulu le revoir, etc. En 2016, quand j'étais pour le salon du livre, j'ai tout fait pour le voir. Je suis même allé à la Croix-Rouge, on m'a dit non, il n'est pas là. Bon, on n'a pas voulu me dire exactement ce qui s'est passé. Alors là, c'est un hommage que tu lui rends. C'est un hommage que je lui rends, oui. C'est aussi une façon de réhabiliter sa mémoire pour ceux qui ne savaient pas la vérité. Hein. Oui, à mon niveau, oui. À mon niveau, oui. Je peux dire que bon, c'est quand même, il s'est confié à moi en me disant, mais vraiment, il me dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin d'ajouter ce truc-là? C'était pour l'humilier peut-être? Mais bien sûr, pour faute lourde. Quelqu'un comme était qui avait roulé sa bosse dans la diplomatie, dans des hautes fonctions, qui va commettre une erreur aussi grotesque en établissant des relations diplomatiques avec le Pachin, sans informer les autorités. Non, je pense que... Dis-moi, de toi, moi, Robert, et pour les téléspectateurs, y avait-il une certaine rivalité entre Robert Bélan Mbappé et William Etekimboma, qui étaient tous deux originaires du littoral du Cameroun? Mais je crois que M. Bélan Mbappé était un être assez bizarre. Assez bizarre parce qu'il y a eu d'autres coups tordus qu'il a fait à des gens. J'en ai entendu parler, je ne peux pas en parler ici parce que comme c'était pas machin. Mais bon... J'ai entendu, je peux dire, les histoires du 6 avril. 6 avril 1984. Oui, les histoires du putsch. Bon, on me dit qu'il y a une éminente personnalité du régime d'Aïdjo, je ne vais pas donner son nom, qui était l'ami de Bélan Mbappé. Et puisqu'on a dit que le 6 avril, enfin le 5 avril, il y a eu une réunion des personnalités nordistes
pour préparer les modalités du putsch. Donc chacun a sorti son alibi. Et cette personnalité, apparemment, d'après ce que j'ai appris, c'est pas cette personnalité qui me l'a dit. Je n'ai même pas pu joindre sa femme, mais quelqu'un qui avait l'information m'a dit que quand on a convoqué ce monsieur, il a dit, moi, vraiment, les réunions du 5 avril, moi je ne savais pas qu'il y avait une réunion le 5 avril. Hein. De toutes les façons, moi j'ai un alibi. Hein. Donc ce soir-là, comme d'habitude, j'ai joué au Ludo avec mon ami Mbela Mbappé. Et parce que je suis rentré chez moi après 22 heures et tout, donc je sais pas machin. Il semble que, je dis au conditionnel, il semble donc que quand on a interrogé Mbela Mbappé, lui il a dit non, c'est pas vrai, il ne l'a pas vu depuis au moins une semaine. Oui. Et le gars a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Il dit non, mais je ne peux pas mentir en disant que je t'ai vu alors que je ne t'ai pas vu. Parce qu'il y a eu une confrontation. Le gars, il a fait 9 ans en prison. 9 ans parce que Mbela Mbappé aurait menti. Voilà. D'après ce que les informations que j'ai pu avoir, c'est des informations de sources, ce que nous employons en termes journaliers, de sources dignes de foi. Donc voilà. Donc si quelqu'un fait ça comme ça, bon... Vous êtes sur JMTV+. Outre William Itekimboma, tu souhaites rendre hommage à 2 autres personnalités qui t'ont marqué. Oui. Vrumsia Chinai. Vrumsia Chinai. Oui. Qui était-il? C'était un ministre. Il a été le ministre de l'Information et de la Culture. C'est lui qui m'a nommé au centre de presse et d'information de l'ambassade à Paris. Et c'était comme beaucoup d'ailleurs d'anciens ministres d'Aïdou, c'était un ancien de l'UNEC. L'UNEC? Oui, l'UNEC, Union nationale des étudiants camerounais avec K. D'accord. C'est-à-dire ceux qui avaient sympathisé avec les mouvements nationalistes. Ils étaient nombreux, hein. La plupart des ministres d'Aïdjo, Eboa Samuel, Sengakuo, lui, Vrumsia, les Haïti Vodo, beaucoup d'entre eux étaient d'anciens responsables de l'UNEC. Et Vrumsia Chinai, pourquoi il me nomme ministre de l'Information? Pourquoi il me nomme chef de centre de presse? Parce que l'UNC organisait des séminaires pour les militants de l'extérieur. Et le ministre Vrumsia arrive en 72. Il arrive à Paris avec la délégation. Et moi, en parenthèse, il faut que je revienne un peu en arrière pour que le public puisse bien comprendre. C'est que j'ai fait mes études de journalisme à Tunis. En Tunisie, à l'Institut de presse et d'information de l'Université de Tunis. Au bout de 2 ans, je me sentais mal en Tunisie, mal à l'aise. Au bout de 2 ans, j'ai décidé d'interrompre. Au moins pour une période, mes études à Tunis. Je suis donc rentré au Cameroun. Je me suis fait intégrer. Je me suis fait intégrer à la fonction publique. Et à Tunis, j'avais une bourse allemande d'un autre institut parce qu'on était d'abord parti pour un institut de presse. C'est le conseiller technique du ministre de l'Information et de la Communication, Philippe Gaillard, qui, connaissant le directeur de l'institut Ali Bachamba à Tunis, lui avait demandé s'il pouvait prendre quelques stagiaires pour la formation. Et nous étions 5, parmi lesquels Jean-Vincent Chinéon. Jean-Vincent, que nous saluons. Voilà. Donc on est parti. Et Ondobo Claude, qui a été responsable de la communication à l'UNESCO. Nous sommes donc partis, les 5, et entre-temps, l'institut a été transféré à l'université. D'accord. Et donc, pour continuer à l'université pour un cycle de 4 ans, il fallait avoir le bac. Donc, des 5 que nous étions, il n'y avait que 2 bacheliers. Donc, nous sommes partis. Donc, les autres sont rentrés, puisque la formation initiale à l'Institut de Ali Bachamba, c'était d'1 an. Donc, les autres avaient fait l'année.
Donc ils ont eu leur diplôme, ils sont rentrés. Mais nous, on nous a dit de continuer. Et donc c'est pour ça que 2 ans après, à l'Institut de presse de l'Université de Tunis, je me sens un peu mal à l'aise, je rentre au Cameroun et je me fais intégrer. Et 1 an après, parce qu'on me dit, si tu veux être vraiment occupé de fonctions importantes, il faut que tu termines ton cycle, parce que sinon tu seras fonctionnaire du cadre B. Alors si tu veux être fonctionnaire du cadre A, c'est-à-dire le cadre le plus élevé, il faut donc terminer ta scolarité à l'Université de Tunis. Je décide donc. Alors il se pose maintenant, puisque je suis fonctionnaire, puisque je suis déjà intégré. Il faut une mise en disponibilité. Voilà, donc une mise en disponibilité, ou bien, bon, c'était à trouver les raisons pour que... Et l'université, toujours financée par des fonds allemands, l'Institut de presse, accepte de me renouveler ma bourse pour terminer les 2 années. Alors au Cameroun, je dois obtenir soit une mise en disponibilité, soit une mise en stage pour terminer les 2 années. Oui. Bon, il se trouve que Vumsi Achinaï est à ce moment-là ministre de l'Information. Et de la Culture. Et de la Culture, oui. Ministre de l'Information et de la Culture. Donc, je vais à Tunis, je termine les 2 années. Non, à ce moment-là, en 70, c'était Foucault Kamga qui était ministre de l'Information, qui était ministre de l'Information et de la Culture. Donc, on me renouvelle ma bourse et je rentre à Tunis. Non, attends, je m'embrouille un peu. Plutôt, c'est Vroumsia qui était ministre de l'Information, il avait remplacé Foucault Kamga. Bon. Donc, c'est Vroumsia qui était ministre de l'Information et de la Culture, parce que c'est lui qui me dit, pour que tu retournes à Tunis, il faut qu'on saisisse la présidence pour qu'on te mette en stage. Et à ce moment-là, c'est Ebois Samuel qui est directeur des stages, qui occupe les fonctions de directeur des stages pour les étudiants, les machins, à la présidence. Et Vroumsia me dit, bon, va le voir, va le voir pour... parce que c'est lui qui... Voilà. Non, puis pour le poser, je vais lui en parler. Oui. Et Bois accepte donc qu'on me renouvelle ma bourse et que j'aille terminer les 2 années. À Tunis, oui. Voilà. Donc, au retour, alors, c'est au retour, parce que je termine les 2 années. Les 2 années, oui. Et quand je retourne à Yaoundé. Quand je dois retourner à Yaoundé, oui. Je tombe malade. Après mes 2 ans à Tunis, je tombe malade. Et j'arrive ici, ici à Paris, parce que je suis venu à Paris, je suis passé à Paris. Je devais faire des examens. Et on m'a fait des examens et on a découvert que j'avais un ulcère d'estomac qui s'était réveillé et qui, s'il n'était pas traité rapidement, pouvait donner soit une péritonite, soit une perforation de l'estomac. Et le médecin avait dit, dans l'un ou l'autre cas, on opère et c'est 50-50. J'ai donc saisi les autorités à Yaoundé, au ministère, pour leur dire, voilà, je suis malade, est-ce que je peux me faire soigner avant de rentrer? Puisque j'avais terminé normalement, j'ai envoyé mon diplôme de fin de stage à Tunis, j'ai envoyé donc pour qu'on revoie mon statut à la fonction publique. Voilà. Donc, on m'a dit, bon, écoute, soigne-toi, et puis bon, on verra après. À ce moment-là, à l'ambassade, le chef de centre de presse et de l'information, c'était M. Sembe, qui avait été directeur de la radio au Cameroun. Et lui, on l'avait nommé au centre de presse parce qu'il était malade, il avait la dialyse, il avait des maladies de rein. Donc on l'avait nommé là un peu pour qu'il soit proche de voilà, une évacuation sanitaire un peu spéciale. Un peu déguisée. Voilà. Donc c'est lui qui était là. Et donc je suis malade là, le ministre me dit de me soigner avant de rentrer. Entre-temps, l'hôpital dit que Sembe est condamné. Donc ce serait plus prudent qu'il puisse rentrer, finir ses jours chez lui parce que c'était là.
Donc, du coup, le poste de centre de presse se libère. Alors, Vroumsia vient ici avec la délégation de l'UNC pour le séminaire. Oui. 72. Oui, Au mois de septembre. Peu importe le mois, ouais, ils ont 72. Voilà, au mois de septembre 72. Alors, il m'appelle. Il me dit, bon voilà, j'ai pas eu le temps, on m'a mis dans cette mission à la dernière minute, j'ai pas eu le temps de préparer mon discours. Est-ce que tu peux t'en occuper? Parce que j'interviens demain matin. Je lui dis, bon, monsieur le ministre, donnez-moi les éléments. Il me donne donc tous les documents, etc., etc. Je lui prépare donc un discours. Toute la nuit, j'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin. Je lui remets donc le discours. Il prononce ce discours, mais alors c'est vraiment... Et il me dit, mais vraiment, je suis très content du travail que tu as fait. Alors, ça mérite de récompense. Et ça tombe bien puisque Sembe ne peut plus assumer les fonctions à l'ambassade. Il y a donc ce poste qui se libère. Ce que je vais faire, c'est, puisque tu as terminé, tu as envoyé ton diplôme, je vais voir s'il est possible de te nommer à ce poste. À ce poste sans que tu sois d'abord obligé de revenir au Cameroun. Si c'est possible, je fais signer le décret. Sinon, je t'enverrai un télégramme pour te dire de rentrer au Cameroun, formaliser les choses. Mais sache que je te nomme à ce poste-là. Donc il rentre et un mois après, je reçois un message du conseiller culturel de l'ambassade disant que bon, le ministre demande que je rentre d'Adar au Cameroun. Bon, j'ai compris donc etc. On me donne le billet, je rentre au Cameroun et le ministre Vroumsia me dit, voilà, ça n'a pas été possible parce qu'on m'a dit, tu es fonctionnaire, tu étais en stage, il faut que tu reprennes ton poste au Cameroun. Oui, c'est-à-dire il faut que tu aies le certificat de reprise de service. On ne peut pas te nommer alors que tu es situé à l'étranger. Donc, tu viens pour formaliser ton certificat de reprise de service et par la même occasion, on va te nommer. Je vais faire les textes pour qu'on te nomme à l'ambassade. Il prépare donc un projet d'arrêté, etc. Et le 10 février, le président Edjo signe le projet. Je suis nommé à la surprise, parce que quand je suis rentré au Cameroun, début 73, il y avait une bagarre terrible parce qu'on était en train de lancer Cameroun Tribune. On était en train de lancer Cameroun Tribune et il y avait une bagarre, c'est-à-dire que les coups tordus, chacun voulait le poste voilà, le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, seulement. Parce que oui, non, parce qu'on savait que le directeur, ça devait être un ponte. Donc bagarre, tout. Alors, et quand tu es arrivé, et quand tu es rentré, tout le monde se dit, ah voilà encore un élément qui s'ajoute dans la bagarre. Justement. Ben, il faut l'éliminer lui là. Justement parce que quand je suis arrivé, on m'a dit, mais voilà, mais on avait fait toutes les projections. Sans te voir. On savait que bon, mais comme on savait que tu étais malade et que tu avais pour un temps en France, donc la bagarre, ça ne te concerne pas. Mais alors, quand je rentre dans panique générale, mais dis donc. parce que tout le monde dit, mais donc, c'est lui qui a gagné le gros lot. Et je peux te dire une chose, Jackie, il y a un ministre de la République, je ne donne pas son nom. Nous, on aime bien les noms ici. Non, je ne donne pas parce que je ne voulais pas donner l'impression que je règle des comptes. Non, je ne règle aucun compte, j'ai accepté tout ce qui s'est passé. Alors? Qui était aussi journaliste et qui vient, je ne le connaissais pas. Alors il vient me voir, il commence, comme on dit, à me faire la cour. Voilà, bon, j'ai appris que vous étiez malade, comment ça. Enfin bref, tous les jours c'était ça. Il est encore vivant, ce ministre-là? Oui. Ah, donc c'est pas Bandolo, bon. Et le directeur de l'information au ministère, qui était un ancien camarade de lycée, quand j'arrive, on dit, ah, mais j'ai appris que machin, etc. Bon, bref,
Tout le monde a les yeux fixés sur moi. S'il rentre en ce moment si précis, c'est que c'est lui. Voilà. C'est que c'est lui qui a gagné le gros lot. Donc les gens viennent, machin, etc. Sauf que, dès que j'arrive, vous me dit, non, ne t'inquiète pas, tu repars dans moins de 2 mois. Donc quand on signe, on arrête et on lit l'arrêté, me nommant à l'ambassade, à la radio, me nommant à l'ambassade, alors, ça dit que personne n'y comprend absolument plus rien. Donc c'est pas lui. C'est pas lui, mais alors, donc, qui? Mais donc il y avait un truc aussi juteux, on savait pas, machin. Bref, bon. Vroumsia me dit, tu vas dans un poste extrêmement délicat. Et les gens ont commencé ici à raconter que oui, j'étais nommé parce que je couche avec ta soeur. Je ne savais même pas que tu avais une soeur. Je ne connais rien de toi. Il me dit, fais taire tous ces gens-là. Parce que ça veut dire que moi j'étais nommé un peu comme un amusement. Alors fais taire tous ces gens-là. Il faut que tu fasses un travail vraiment satisfaisant à Paris. Tiens-toi, Jacques, tiens-toi bien, Jacques. L'affaire était tellement montée contre moi que l'arrêté signé par le président Aïdjo, on glisse intentionnellement au niveau des affaires étrangères des informations déconnectées pour que je ne puisse pas. C'est-à-dire qu'une fausse imputation budgétaire. Pourquoi tu ne puisses pas? Mais pour que je. C'est-à-dire quelqu'un qui apparemment n'appréciait pas que moi je vienne à Paris pour ce poste-là. Oui, qu'est-ce qui glisse concrètement? Je ne sais pas, c'est-à-dire aux affaires étrangères, c'est parti des affaires, puisque c'est des affaires étrangères qui ont préparé l'arrêté. Parce que moi, ce que j'ai su ça, c'est que je m'en vais voir le responsable des finances au ministère de l'Information et de la Culture auquel j'appartenais. Je lui ai dit, bon voilà, on m'a nommé à Paris, l'imputation budgétaire là, c'est à peu près, ça représente à peu près quel salaire? Il parle de document, il dit, mais ça c'est une fausse imputation budgétaire, ça n'existe nulle part. Je dis, ah bon? Bon. Dit, je rencontre au ministre, Vroumsia. Il me dit, bon, ok. Il demande au directeur des affaires générales du ministère de l'Information et de la Culture de préparer un second arrêté et de mettre lui-même l'imputation et tout, et de faire taper le texte au ministère de l'Information et de la Culture pour le remettre aux affaires étrangères, puisque ça doit passer par les affaires étrangères. On prépare, le directeur de l'administration prépare le texte et tout, avec l'imputation budgétaire correspondant à la réalité, donc tout. On envoie aux affaires étrangères pour transmettre à la présidence. On le fait, les affaires étrangères transmettent. Le président Aïdjo signe une deuxième fois mon arrêté. Une deuxième fois? Oui, mon arrêté. Parce que j'étais nommé attaché de presse. Une deuxième fois. Je retourne voir le ministre Vroumsia. Non, le responsable des finances, le chef de service, là, pour voir si l'imputation cette fois-ci est la bonne. Oui, non, si tout est normal, ça veut dire que je sache à peu près combien ça représente de salaire pour moi. Il dit, mais comment? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Cette imputation est fausse. Une seconde fois? Une seconde fois. Or, ça a été tapé dans notre ministère. Et le directeur de l'administration générale, paix à son âme, il est mort, Ousmane Ayatou. Il me dit, mais c'est quoi ça? C'est moi, on a tapé ici, j'ai tout vérifié. Ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est que quand on a transmis aux affaires étrangères, parce que c'était à l'époque sur stencil, on tapait les trucs sur stencil. Oui. Donc, quand ils ont tapé avec toute la bonne imputation budgétaire et tout, et ils ont envoyé aux affaires étrangères, quelqu'un est allé sur le stencil, transformer en 1,3 en 8. D'accord. Il a transformé le 3 en 8, ce qui a faussé l'imputation budgétaire. Donc, je ne peux pas obtenir machin, etc. Quand Vroumsia apprend ça, il a failli devenir fou.
Il me dit, bon, j'ai compris le jeu. On va préparer un autre texte. Mais seulement, le président Aïdjo Ali a signé 2 fois. C'est même surprenant qu'il n'ait pas remarqué qu'il avait signé 2 fois un document te concernant la nomination. Il dit que les gens qui ont fait ça, c'est pour qu'on envoie une 3e fois, il va rejeter. Parce que là, cette fois-ci, c'est sûr, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose. Il va dit, vous m'embêtez avec ça. Il va rejeter. Il me dit, c'est pas grave. Va rejoindre ton poste. Le secrétaire général de la présidence, qui se trouve être M. Paul Biya, je vais le voir, je vais lui en toucher un mot. Et donc, c'est finalement Paul Biya qui signe l'arrêté officiel qui me nomme à Paris. C'est-à-dire le vrai alors, cette fois-ci. Et c'est comme ça donc que je viens à l'ambassade. Donc ça veut dire que M. Mvumsia s'est battu pour toi. Il s'est battu pour moi. Il m'a confié que vraiment, tout ton dossier, regarde tout ce qu'on t'a fait pour ta nomination et tout ça. Même Ebois, hein, t'as rabroué à un moment donné. Alors voilà tous ces gens qui à Paris, quand nous étions, on critiquait le régime Aïdjo, on disait que c'était vraiment, etc. Nous tous on critiquait, on disait bon, c'est le pire des régimes et tout et tout. Nous nous retrouvons tous ici en travaillant pour Aïdjo. Et je me rends compte que mes camarades, toutes les positions que nous prenions, c'est eux, c'est mes camarades, mes anciens camarades qui sont encore plus qui obstruent plus la situation que Aïdjo lui-même. Parce qu'il y a des choses où Aïdjo prend des positions, moi-même me suis sidéré de voir les positions qu'il prend. Alors que nous qui critiquions, on freine des 4 fers. Quand il veut faire avancer des choses, on freine des 4 fers. Beaucoup d'entre nous freinent des 4 fers. Puis il m'a dit, bon écoute, laisse-moi, c'est pas... je préfère boire mon champagne. Donc bref, voilà un peu le truc. Et Samuel Bakoto alors? Bonne chance à JMTV+.